Bonjour tout le monde, c'est Roxy de Découvre Bitcoin et aujourd'hui on va parler volatilité et savoir si Bitcoin peut être adopté comme une monnaie malgré le fait que le prix puisse bouger autant vers le haut ou vers le bas. C'est parti. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Merci beaucoup à la personne qui a posé cette question sur la volatilité et elle souhaite rester anonyme. On respecte ça. Si vous avez des questions par rapport à Bitcoin, d'ailleurs, posez-les et on n'oublie pas de liker et s'abonner. La volatilité est un thème super intéressant et forcément, quand on n'est pas dans la finance, on a du mal à l'interpréter ou à comprendre les conséquences. Forcément, quand vous achetez simplement une baguette, vous ne voyez pas beaucoup de volatilité. Pourtant, le prix du blé change énormément. De la même façon, pour l'immobilier en général, on voit des tout petits changements, sauf que récemment, pour ceux qui sont au courant ou dans l'industrie par exemple de la construction, le bois a littéralement explosé en prix. Récemment, c'est l'électricité et le gaz qui a fait 12%. Donc pourquoi autant de volatilité et qu'est-ce que ça représente? Donc la volatilité, pour un terme économique tout bête, c'est simplement la variation du prix à travers le temps. De plus il y a de volatilité de prix, de plus le prix va faire des swings, donc des hausses et des baisses importantes, de moins il y en a, de plus ça va être stable. Donc aujourd'hui, on va vous dire que par exemple l'euro est stable parce que ça reste toujours l'euro, sauf qu'en réalité, il baisse un petit peu en pouvoir d'achat. D'un autre côté, Bitcoin est donc une monnaie extrêmement volatile parce que nos moins 2%, on les a tous les jours. Tous les jours, Bitcoin fait plus 2%, moins 2%, plus 5%, moins 5%. C'est un petit peu le spread normal d'une journée Bitcoin. Donc quand on dit on va acheter du Bitcoin, en fonction de quand on achète dans la journée, on peut acheter 2% plus cher ou 2% moins cher. Imaginez ça pour la bourse traditionnelle, ce serait complètement fou. En général, les classes d'actifs traditionnelles ne bougent pas autant. Ils vont faire des plus 5%, moins 5%, 1%, 2%. Quand il y a un crash de 2, 3, 4%, c'est la fin du monde. Dans Bitcoin, on a des crashs de 5%, 10% très régulièrement. C'est donc en effet une monnaie, un actif extrêmement volatile et ça fait qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui vont avec. Déjà, de plus c'est volatile, de plus il y a de gains potentiels et de pertes à se faire. Parce que forcément, quand ça fait plus 100%, tu as doublé ta monnaie, tu as ta valeur très rapidement, donc ton pouvoir d'achat par rapport à Bitcoin ou la quantité d'argent que tu as investi dedans. Par contre, quand ça fait un moins 30% en 2 jours, tu as perdu 30%. C'est considérable de perdre 30%. Hein. C'est quelque chose qui ne devrait jamais ou très rarement arriver dans votre vie d'investisseur. Donc, quand on prend cette volatilité de Bitcoin et qu'on la compare à tous les autres actifs, à droite de moi, vous devez sûrement voir un graphe qui les compare, on se rend compte que Bitcoin est l'actif le plus volatile. Ça veut dire également du coup qu'il y a le plus de potentiel de gain et le plus de danger. Quand on compare Bitcoin à d'autres actifs du milieu des crypto-monnaies, on se rend compte qu'il est quasiment le moins volatile. Mais pourquoi ça? Simplement parce que la volatilité, c'est une conséquence des achats et des ventes des acteurs du marché. Dans le marché traditionnel, il y a tellement de liquidités, il y a tellement d'argent, il y a tellement de personnes qui vont acheter et des personnes qui vont vendre que grosso modo, pour faire bouger le prix de l'actif, donc du CAC 40, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table. Il faut mettre des dizaines de milliards, il faut mettre des centaines de milliards pour que vraiment vous puissiez bouger le prix de façon conséquente. Parce qu'à chaque fois que vous allez décider d'acheter 1 million, ce 1 million va être absorbé par le marché. Il est tellement liquide que finalement vous n'allez absolument rien changer au prix parce qu'il y aura un vendeur immédiatement qui va dire « Ok, je prends tes 1 million et on échange ». Donc le prix ne bouge pas. Sauf que dans Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, comme il n'y a pas beaucoup de liquidité, quand vous arrivez et vous dites « Ok, j'ai envie d'acheter 100 millions d'un coup », vous n'allez pas trouver 100 millions de vendeurs. Du coup, le prix va bouger fortement vers le haut ou si vous êtes un vendeur, vers le bas. Donc, quand une baleine ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent comme un fonds d'investissement, une banque, un dictateur, peu importe, décide de dire « Ok, je vais acheter d'un coup 14 milliards de Bitcoin ou vendre 14 milliards de Bitcoin », s'il ne le fait pas de façon progressive, c'est-à-dire avec des ordres toutes les 30 secondes ou alors des ordres toutes les minutes ou sur plusieurs jours, il va étaler envers son ordre d'achat, il va faire bouger le prix simplement parce qu'il va offrir tellement de ventes ou tellement d'achats qu'il va y avoir un trou de liquidité, le prix va bouger et ça crée cette volatilité intense. Donc ça, c'est un élément, ça s'appelle la liquidité et ça joue très fortement. Donc dans le milieu des crypto-monnaies et Bitcoin, même s'il y a beaucoup de liquidité, il n'y en a pas assez pour qu'on puisse absorber tous les acheteurs et tous les vendeurs sans forcément manipuler le prix. Le deuxième élément, c'est la maturité des acteurs. Dans le sens où dans le milieu des crypto-monnaies,
c'est des gens relativement immatures qui sont dans ce marché. Je suis désolé pour vous, c'est juste un constat. On est au Far West, il y a des fortunes à se faire, il y a des fortunes à perdre. C'est un peu un casino géant en général. Et donc les gens qui achètent sont des gens qui vont prendre du levier. C'est des gens qui vont jouer avec leurs émotions et c'est un marché généré par donc les news, le buzz et l'émotion. Donc quand d'un coup Elon Musk dit quelque chose, le prix peut exploser parce que tous les algorithmes de trading se mettent dessus, tous les traders amateurs se mettent dessus, potentiellement d'autres personnes, donc le prix va exploser. Et derrière, comme finalement c'était du vent, enfin on s'en fout d'Elon Musk, ce qu'il fait, c'est pas important au-delà de 10 minutes, 20 minutes, bah, le prix va redescendre. Et donc là, c'est ces mêmes personnes en levier qui vont se faire liquider, les algorithmes qui vont vendre, liquidation en cascade et le prix redescend. Donc finalement, ce prix est très volatile parce que les acteurs, les bots et tout le marché qui est mis autour fait que tu as des énormes variations dans la journée. Et de plus tu as de variations, de plus il y a d'argent à se faire, donc de plus il y a de traders qui rentrent, donc de plus le prix redevient volatile. Donc ça, c'est un autre point, c'est vraiment la maturité du marché. Le troisième point, c'est la non-manipulation officielle de cette classe d'actifs. L'or, le CAC 40, la bourse, les obligations sont toutes manipulées aujourd'hui. C'est un fait, on le sait. Grâce à une manipulation des taux d'intérêt, en fait, on peut réussir à manipuler le marché avec. Donc si le marché baisse, on imprime de l'argent pour le refaire remonter. Si jamais l'or se met à monter, on verrait qu'il y a de l'inflation. Du coup, tu imprimes de l'argent, tu shortes du coup l'or pour le maintenir à un certain prix. Donc tous les marchés aujourd'hui sont manipulés pour garantir une stabilité du prix. C'est littéralement la vocation de la Banque Centrale Européenne et d'autres acteurs financiers. Donc leur but, c'est de maintenir une sorte de cohérence dans les prix pour la stabilité. Sauf que stabilité au détriment de la stabilité, c'est néfaste pour l'économie parce que tu n'as pas de vraie recherche du prix, de l'offre et de la demande. Simplement parce que tout est manipulé, tu ne sais pas ça vaut combien. Aujourd'hui, vous achetez du café peut-être 1 euro ou un ticket de métro à 1,30 €. La réalité, c'est que ces prix sont complètement manipulés. Ils sont subventionnés par l'État, ils sont également gérés par des systèmes de trade-off international, donc avec des quotas, avec des barrières, des tarifs, des taxes. Donc finalement, ce prix est complètement faux. Ce n'est pas la vraie offre et la demande et ce n'est pas une réflexion du marché libre. Ça, c'est une conséquence de vouloir forcément manipuler les prix pour qu'il y ait une stabilité. L'important, c'est que la ménagère puisse acheter son pain ou alors que le prix du paquet de pâtes de 500 grammes ne bouge pas trop. Parce que si le prix du paquet de pâtes bouge trop, tout comme par exemple le pétrole pourrait bouger énormément, l'électricité bougerait énormément, le bois bougerait énormément, bon, bah, les gens vont plus pouvoir se nourrir et si les gens ne peuvent pas se nourrir, tu as une révolution. Donc on a une manipulation constante du prix. Pourquoi je vous parle de ça? Simplement parce que c'est différents éléments qui créent la volatilité dans un marché. Le dernier élément, ce serait les mouvements de panique générale. Quand d'un coup tout se met à cracher, c'est chacun pour soi, tout le monde vend et tu as des Black Friday où le prix fait -5, -10, -30. Et même dans ce genre de cas, les gendarmes du marché ont créé des systèmes de stoppage où du coup la bourse s'arrête si tu as des paliers qui sont franchis. Donc à -5%, la bourse s'arrête, elle reprend un petit peu plus tard, -7%, elle s'arrête à nouveau, elle reprend un peu plus tard. Et je ne sais plus les chiffres exacts, il faudrait quand même que je vous les mette dans la description parce qu'ils sont peut-être faux ceux que je viens de dire. -10%, on arrête pour la journée. Donc finalement, ça encore, c'est une autre manipulation du marché pour empêcher une volatilité trop importante dans le marché traditionnel. Dans Bitcoin, parce que l'actif peut être tradé 24 heures sur 24, ça n'existe pas cette sécurité. Donc si le Bitcoin perd 20% et qu'il y a un mec qui dit « Oh putain, à -20%, c'est la merde, ma société va faire faillite », je suis obligé de vendre toute ma position Bitcoin, des centaines de milliards. Parce que si jamais Bitcoin descend à -30%, je ne vais pas pouvoir continuer à payer les personnes à qui je dois de l'argent et je vais devoir faire faillite. Cette personne à -20% va vendre encore plus, faire baisser le prix du coup à -25. À -25, tu as d'autres personnes qui vont penser la même chose et du coup le prix va descendre à -30, -40. Donc, ce n'est pas déconnant dans Bitcoin d'avoir des -30%, -50%. On en a déjà vécu un il y a 3 ans, en 2018. Ouais, non, c'était quelle année? Non, début 2020, là, pendant le début de la pandémie, on a fait un -50%. Donc, Bitcoin est extrêmement volatile pour les raisons que j'ai établies, à savoir manque de liquidité, immaturité du marché, un marché libre non régulé, etc. Je pense que le fait que Bitcoin soit autant volatile, c'est super bien. C'est super bien, non pas parce qu'il y a plein d'argent à se faire, mais c'est parce que du coup, le marché n'est pas manipulé et on va pouvoir avoir un vrai système de taux d'intérêt via Bitcoin, un vrai système d'offre et de demande et un marché libre, ce qui est pour moi positif
pour le futur du commerce international et d'un monde que j'imagine plus libertarien. Concrètement, pour répondre à ta question, aujourd'hui, ça, c'est un immense problème pour Bitcoin en tant qu'adoption vers une monnaie pour nous, pays, on va dire, riches. Pourquoi ça? Parce que, comme on l'a dit, tu veux que ton paquet de pâtes pour la ménagère il soit stable parce que elle, son salaire, il est censé être stable. Et si jamais elle reçoit un salaire un jour et que 2 semaines après, son salaire vaut 50% de moins et que le prix des pâtes a augmenté de 50%, cette personne peut acheter un quart de pâtes. Et du coup, c'est le bordel parce qu'elle ne va pas réussir à nourrir sa famille. Donc en fait, tu ne peux pas avoir une monnaie aussi volatile pour l'utilisation, on va dire, pour la masse actuellement. Donc Bitcoin n'est pas une unité de compte. C'est-à-dire que tu ne dénonymes pas tes pâtes en Bitcoin parce que d'un jour à l'autre, le prix varie trop et donc tu serais potentiellement plus rentable ou trop rentable. Enfin, tu aurais un problème, on va dire, clairement pour dire combien vaut un actif. Donc, on ne peut pas utiliser aujourd'hui Bitcoin comme une unité de compte. Dans les pays du tiers-monde, à El Salvador, c'est possible parce que ces gens vivent avec le même salaire qu'ils touchent le jour même. Dans un système où tu touches de l'argent et tu dois la dépenser, bon, cette volatilité n'est pas trop gênante. Dans un système où tu touches ton salaire au début du mois et tu dois le dépenser à la fin du mois, tu préfères perdre 2% de ton argent au fur et à mesure du temps, donc de l'inflation, plutôt que de voir ton épargne fluctuer énormément. Du moins, c'est logiquement ce que n'importe qui dirait. Genre, tu préfères signer un contrat qui dit que tu perds 2% plutôt que de ne pas être sûr de manger à la fin du mois parce que ton actif a perdu 50%. Et même moi, libertarien, je me dis qu'il ne faut pas être trop con pour signer ce contrat. Donc, Bitcoin ne peut pas être adopté en tant que monnaie actuellement. Je pense que dans le futur, oui, ce sera le cas, simplement parce que la liquidité va augmenter. Bitcoin aujourd'hui est un actif qui est valorisé à moins de 1 trilliard, ce qui n'est pas énorme dans la balance mondiale. Et même s'il y a beaucoup de liquidité, c'est un marché qui est encore très jeune, très immature. Et on a 37 000, c'est pas immense, c'est petit. Le jour où Bitcoin sera à 350 000, 1 million, le jour où la valorisation de Bitcoin sera plus dans les 5 trilliards, 10 trilliards, le jour où toutes les banques, les institutions, les banques centrales, les fonds de pension, les retraites, les épargnants, le commerce aura plus ou moins adopté Bitcoin dans leur portefeuille financier ou dans la vie de tous les jours, cette volatilité sera très faible, donc la volatilité de Bitcoin sera très faible et simplement parce que donc si on prend nos 3 critères, il y aura énormément de liquidité, donc les acteurs ne pourront pas faire bouger le prix de façon drastique. Les gens seront matures et plus immatures parce qu'il y aura moins d'argent à se faire. Quand le prix de Bitcoin il bougera 3% dans l'année, tous les traders s'en foutent. Je veux dire, littéralement, tous les gars qui sont là sur la DeFi, les cryptos, qui veulent se faire plein d'argent, ils ne seront plus dans Bitcoin. Ce sera plus fun, ce sera le monde des dinosaures Bitcoin, on s'en foutra. Donc finalement, le marché sera extrêmement mature et efficace. Et troisièmement, je ne l'espère pas, mais comme le marché sera tellement gros, il y aura des lois, des normes et des régulations qui, on va dire, protégeront l'épargnant. Même si j'espère que ça n'arrivera pas forcément cette chose, il y a fort à parier que ça existera. Donc, on a vu à travers le temps, et je vous mets une courbe à droite, que le prix de Bitcoin est de moins en moins volatile. C'est normal parce que la liquidité augmente, la maturité des gens augmente, et on va dire le cadre et l'adoption de Bitcoin augmentent également. Donc, moi je dis qu'il y a fort à parier que si on continue les halvings, si on continue à considérer que le prix de Bitcoin va monter vers l'infini dans un monde dénominé en monnaie fiduciaire, euro-dollar infini, parce que ils impriment à l'infini, donc Bitcoin, comparé à ces valeurs, va monter à l'infini. De plus Bitcoin va monter, de plus il y aura d'adoption, de plus il y aura de liquidité, de plus le marché sera mature, de moins le prix va changer, de moins le prix change, de plus les gens se mettent à adopter Bitcoin parce que d'un coup, ils ont moins peur. Comme ils adoptent Bitcoin, le prix stabilise encore plus, etc. Donc en fait, c'est une boucle virtueuse d'utilisation, ce qui va permettre à faire qu'au fur et à mesure, le prix va être de moins en moins volatile. De moins il est volatile, de plus il y a d'acteurs, de plus il y a d'acteurs, de moins il est volatile. C'est, à mes yeux, je pense, comme ça que ça va se passer dans le futur. Ça va prendre du temps et ce n'est pas aujourd'hui que ça va se faire. Mais dans 5 ans, 10 ans, je pense que Bitcoin va être beaucoup moins volatile. Dans 10 ans, 20 ans, je pense que Bitcoin va simplement changer de 5 à 10% par an, ou peut-être plus en fonction de combien ils impriment, mais peu importe, on ne peut pas prévoir aussi loin. Et voilà.
Le troisième facteur, un facteur que je n'ai pas dit mais qui est peut-être important à prendre en compte, c'est la quantité de vendeurs. Voilà, tu as des périodes d'euphorie, de bull market et de bear market. Il y a des périodes où Bitcoin ne bouge absolument pas. On a eu des périodes de plusieurs mois où Bitcoin littéralement restait dans une range, donc dans on va dire une ligne de consolidation du prix. Pour faire simple, c'est-à-dire que le prix bougeait entre 4500 et 6000. 4500, 6000, 4500, 6000, 4500, 6000. Donc ça, grosso modo, c'est une variation de 5%. Même si mes chiffres sont faux, vous comprenez l'idée. Ça ne bouge pas beaucoup. Après, le prix craque et se met à exploser. Et hop, on a replein de la volatilité. Dans le marché traditionnel, si vous êtes toujours là en train de m'écouter, d'ailleurs merci parce que je parle beaucoup, c'est un sujet qui me passionne, la volatilité. N'oubliez pas de liker, partager, c'est comme ça qu'on aide ce projet et mettez un commentaire, ça aide pour l'algorithme. Dans le marché traditionnel, c'est le VIX qui représente la volatilité. Donc c'est un indice, on va dire, boursier qui permet de voir à quel point le marché est devenu fou ou pas fou. Quand le VIX est très haut, il faut faire très attention parce que du coup, ça bouge dans tous les sens. Il ne faut pas prendre de levier. Tu ne sais pas où le marché va aller. Tout le monde est en mode panique. Quand le VIX est très bas, ce n'est pas en mode panique. Donc voilà, je vais relire ta question parce qu'en fait j'ai parlé beaucoup trop. Est-ce que c'est possible d'avoir une vidéo sur la volatilité? Oui, je te l'ai faite, j'espère qu'elle te plaît. Je n'y connais pas trop en économie. Est-ce qu'il y a un phénomène qui ferait que Bitcoin devienne moins volatile au fur et à mesure qu'il sera adopté? Ça s'appelle l'adoption. De plus Bitcoin sera adopté, de plus il y aura de liquidité, de plus il y a de liquidité, de moins il y a de volatilité, de moins il y a de volatilité, de plus il y a d'adoption, de plus il y a d'adoption, de plus il y a de liquidité, de plus il y a de liquidité, de moins il y a de volatilité. À quel point la volatilité peut être un frein pour son usage en tant que monnaie? Énormément. J'ai donc répondu aux 3 questions. Si vous avez la moindre question par rapport au monde, à l'économie, à Bitcoin, à la finance, à la vie privée, je réponds assez régulièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était plus longue mais elle est importante. Derrière moi, vous avez le prix. Encore une fois, la volatilité est toujours par rapport à un indice de temps. Donc, quand vous regardez la volatilité sur une minute, comparé à un jour, comparé à une semaine, comparé à un mois, comparé à un semestre, comparé à 10 ans, ça change forcément la notion du temps. C'est bien pour ça que pour ne pas se préoccuper de la volatilité par rapport à Bitcoin, vous devez faire un plan d'épargne de dollar cost average. Vous achetez un petit peu régulièrement, comme ça que le prix monte ou le prix descend, on s'en fout, on continue à acheter et on pense long terme parce que de plus on pense long terme, de plus la volatilité baisse. C'est complètement logique. Également, il y a de la diversification qui doit être prise en compte, c'est-à-dire que dans un portefeuille financier, si vous n'avez qu'un seul actif très volatile, votre portefeuille financier, donc votre épargne, va faire des hauts et des bas. Si jamais Bitcoin est un pourcentage de votre épargne en général, même si Bitcoin bouge énormément, finalement votre épargne globale ne va pas bouger autant parce que tout le reste ne va pas bouger autant, on va dire, tout simplement. C'est une question complètement logique, mais on n'a pas encore énormément abordé la construction d'un portefeuille financier dans cette chaîne. Évidemment, vous le savez, on va devoir le faire. Il faut que tous les Français soient indépendants financièrement de n'importe quelle institution. Donc je vais devoir vous faire des vidéos sur comment créer une vraie épargne diversifiée avec comme réserve de valeur ou comme unité de compte Bitcoin pour les 5, 10, 20, 30 prochaines années. Donc abonnez-vous et si vous voulez vraiment rester très longtemps dans ce projet avec moi, abonnez-vous à la newsletter qui est dans la description. Le site c'est découvrebitcoin.com. Je vous remercie beaucoup madame anonyme pour ta question ou monsieur en fait, je ne sais pas du coup. J'espère que ça a répondu. Bisous à vous tous, je vous adore, je suis Roxy, à la semaine prochaine. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.